Je fais partie des gens qui sont battus pour que notre style, notre allure, notre couleur et tout ça, tout ce qu'on porte en nous soit reconnu. Et notre langage, c'est comme ça qu'est né. Joe, Bonjour, Christophe. comment tu vas? Ça va, merci. Comme un gars de 50 ans. Déjà, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, le soleil là, tu vois. Le rayonnement qui rayonne encore. Merci beaucoup. Merci par la grâce de Dieu. Je te dis aussi bravo parce que beaucoup, toi tu as 50 ans, mais aussi beaucoup de tes frères ne sont plus là. Donc, nous pensons aussi pour eux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas en état aussi. Ils ont craqué sur la route, sur la voie. T'as raison, j'ai plus de. Donc j'ai une grande pensée pour eux et je leur envoie beaucoup d'énergie pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils reprennent la route. Joe, alors aujourd'hui nous allons refaire l'histoire. Nous allons revenir à l'historique. Donc, nous allons revenir en commencement déjà, sur le premier thème. Bon, toi tu es arrivé en France en 1981. Donc, peux-tu nous expliquer déjà pourquoi ta famille a décidé de t'envoyer en France? Moi je suis arrivé en France parce que j'étais un enfant assez engagé dans la crise en Centrafrique. J'étais un enfant au collège, j'étais dans les manifestations des étudiants, des enfants qui étaient devant face à la police, face à l'armée impériale, dictateur, qui balançaient des cailloux pour revendiquer les droits de la jeunesse, la liberté d'expression, la liberté d'étudier dans les bonnes conditions et contre les exactions du dictateur. Donc j'étais un enfant très engagé. Déjà je suis né dans une crise. Le dictateur il a enfermé mon père. Bokassa. Oui. Il a assassiné mes oncles. Il s'en est pris beaucoup à mon groupe ethnique parce qu'on est des insoumis. Et donc j'étais très perturbé quand j'étais petit. Parce que ma mère a dû assumer toute une grande famille toute seule, sans moyens, parce que mon père était assigné à la résidence, prison, assigné à la résidence. On nous a coupé les vivres. Donc ma mère a dû arrêter ses études, certaines formations, pour chercher de quoi becter pour ses enfants. Sa grande famille, c'est des grosses familles de caste, où la place de la mère elle est primordiale. Elle coiffe l'éducation de toute la grande famille, puisque c'est la femme du premier. Mon père est l'aîné de mon grand-père, Ali. Mon grand-père qui était le chef de canton de Lubangui-Chari, du Tchad au Congo. Il faisait partie des chefs de canton de la France Afrique, qui était aussi un résistant contre les colons, qui a signé des traités de paix. Donc nous sommes nés, moi je suis d'une lignée de combattants depuis, tu vois. La guerre, le combat de droit d'exister, on l'a toujours fait depuis nos origines de l'ancien Soudan, où on s'est confronté à l'Empire Rabat, la colonisation islamiste. Mon grand-père était musulman, il s'appelait Ali Nado. Donc on était musulmans par le prophète. Quand le prophète a trouvé refuge en Afrique, il nous a convaincus. Donc on a été ses compagnons pour lutter contre l'impérialiste arabo-islam, par la suite qui a été islam. Et donc par la suite, on a été des captifs. Mes aïeux, mes ancêtres ont été des captifs de l'Empire Rabat qui a colonisé tout le nord de l'Afrique. Et mon grand-père s'est échappé de ces camps de captifs. Donc il a traversé tout l'ancien Soudan jusqu'en République centrafricaine, où une partie de notre ethnie
il avait un bastion là. Donc il a rejoint l'autre partie d'ethnie et ils ont constitué un rempart à l'envahissement de Rabat, de l'empire islamiste arabe, raciste. Et après, mon grand-père, il s'est confronté aussi contre Compel. Compel qui devait être un Belge, qui faisait partie de l'empire belge, qui venait de Congo. Tu vois, quand ils ont envahi le Congo, ils ont évolué jusqu'en cette partie-là aussi, parce que tout ça, faisait partie de Lubangui-Chari, de Congo, tu vois. Tous ces endroits-là étaient ensemble à l'époque. Donc mon grand-père, que ce soit paternel et maternel, ont toujours tenu des luttes de liberté pour le peuple, pour leur peuple, pour leur population. Et mon père a œuvré après, par la suite, par les colons, pour la France et pour constituer la République centrafricaine avec ses amis. Et après, ils nous ont installé des dictateurs et les dictateurs, ils ont voulu effacer toute la mémoire de la République centrafricaine. Donc, ils ont fait des exactions sur ma famille. Je suis né dans cette crise-là. Et j'ai évolué dedans avec cette soif de justice et de liberté. Et ça a failli me coûter la vie déjà petit. Et ma mère a estimé qu'il fallait que je quitte le pays et que je vienne en France pour sauver son fils, quoi. Donc j'ai atterri en 81 en France. Avec ton père Dadi Lorsi? Non, Dadi était né ici, lui. Il est né ici. Ah, ok. Tous les autres frères qui ont été dans les gangs, ils sont nés ici. D'accord. Sauf quelques-uns, quelques cousins, des frères aussi. Mais Dadi Lorsi, il est né ici. Moi, j'ai atterri dans la famille de Dadi. Dadi, c'est mon neveu. C'est le fils à ma grande sœur. Ah, d'accord. Voilà. Et les parents à Dadi, ils ont été parmi mes tuteurs. Donc j'étais sous tutelle. Donc j'ai eu plusieurs tuteurs, mais eux, ils ont fait partie des tuteurs. Donc voilà, j'ai atterri dans cette famille où il y avait plusieurs garçons à peu près mon âge. C'est là qu'on a évolué ensemble. Comment t'es passé? On aimerait savoir comment t'es passé l'intégration en France à cette époque-là. Ben moi, j'ai été choqué parce que avant d'atterrir chez Dadi, j'étais dans les provinces de Dijon, tout ça, tu vois. Et là, j'étais choqué à l'école, tu vois. J'arrive à l'école, j'ai vu que c'était naturel chez les petits blancs de dire sale noire, banania, etc. C'était beaucoup plus fréquent à l'époque. Tu vois, voilà, c'était naturel pour eux de dire ça, tu vois. Moi, j'ai été choqué, tu vois. Donc, comme ces images qui lançaient comme ça sur les gens noirs, de foncés, etc. Moi, ça me convenait pas. J'avais une réponse assez violente vis-à-vis de ça. Et souvent, c'était des catégories de blancs. C'est pas des blancs petits, fins ou des gens tranquilles. C'est des gens un peu plus costauds que les autres dans la cour de la récré. Ils étaient là pour bisouter les autres, pour soumettre les autres, tu vois. Donc, c'est des gens qui se croient supérieurs aux autres parce qu'ils sont plus costauds. C'est un peu l'image des grandes puissances, tu vois. Et voilà, moi, toute ma vie en Afrique, j'ai lutté, j'ai grandi en luttant, en me battant contre ces genres de systèmes. J'arrive ici dans les écoles, je vois ça, du coup, ma réaction a été très vive. Ce qui m'a causé pas mal de problèmes au niveau social, tu vois. Donc, mes tuteurs, ils s'en plaignaient beaucoup à mes parents. Ils écrivaient à mes parents, ils disaient ouais, on va pas le garder en France. Il y a des réactions violentes à l'école. Même si on l'insulte, il doit accepter. On n'est pas chez nous ici. On n'est pas chez nous. Il doit accepter les insultes. Il n'est pas là pour ça. Il doit se concentrer que sur ses études. Et puis après, voilà. Mais moi, j'arrivais pas à accepter. Donc, j'ai fait de famille en famille, de tuteur en tuteur,
Souvent, j'étais dégagé d'un endroit, je vais dans un autre. Après, j'étais dégagé jusqu'à ce que j'atterrisse chez les dadis. Et ce qui est bien chez les dadis, c'est qu'il y avait beaucoup de garçons. Et donc, du coup, je pouvais me réfugier dans le groupe. Et voilà, donc, comme il y a beaucoup de garçons, il y avait beaucoup de problèmes. Et donc, les parents de dadis étaient habitués à des problèmes, puisqu'ils avaient beaucoup de garçons. C'est pas comme les autres tuteurs avant. Ils n'étaient pas habitués à vivre des choses, tu vois. Ouais. Donc moi, eux, ils comprenaient ça, tu vois. Donc, et puis ils étaient là en France depuis, et ils maîtrisaient un peu les rouages du système. Et du coup, ben, je me suis baigné dans ce groupe avec les dadis. On a commencé à faire notre émancipation et nous épanouir à travers différentes activités que... Dis-nous comment t'es rentré chez les Black Warriors. Black. Bravo. Black. Bravo. Black. Bravo. Black. Bravo. Black. Bravo. Tous les week-ends, quand j'étais en province et les vacances, j'atterrissais à Paris, dans le 15e arrondissement. J'avais une grande sœur qui avait une chambre de bonne. Tu vois, c'est dans les immeubles, les vides-greniers là. À Paris, dans les vides-greniers, souvent, on fait des chambres de bonne où on mettait des domestiques dedans, ou les gens à tout faire, qui gardent les enfants, des petits bourgeois. Et souvent, les étudiants africains, on leur loue cette chambre de bonne là. Tu vois. Donc moi, toutes les vacances, je me retrouvais là. Et les week-ends aussi, souvent. Cette sœur-là, elle était habituée à mon caractère. Donc, le week-end, on se débarrassait de moi dans les provinces. Et moi, j'atterrissais là. Et comme il n'y a pas d'autre endroit pour la jeunesse que les parcs, eh ben moi, j'étais tout le temps au parc comme ici, dans les squares. On appelle ça les squares. Donc, j'étais dans les petits squares, dans le 15e. À Paris, il y a des petits squares. Ben, nous, c'était là le lieu des enfants, pour les jeunes, pour qu'ils s'amusent. Les jeunes défavorisés, tout le monde s'amuse là, tu vois. Et un jour, j'ai assisté à une bagarre entre skinheads et... Enfin, les skinheads ont débarqué dans ce parc-là pour ratisser, frapper... les maghrébins, les noirs, les punks, tout le monde dans le parc. J'ai vu les gens en débandade commencer à courir, se sauver, j'ai vu des coups, j'ai vu une violence. J'ai vu une violence raciste. Ça va? Ouais. T'as tourné un clip ou quoi? Non, interview. Et donc voilà, j'ai vu une violence terrible. Ça m'a rappelé mon enfance. J'ai réagi dans la violence, c'est-à-dire que j'ai improvisé instinctivement, comme dans mon enfance, puisque j'étais déjà aguerri. J'étais déjà un petit enfant soldat, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des cailloux, j'ai organisé une riposte face à ces gens-là, tu vois. Et eux-mêmes, ils n'ont pas compris déjà la riposte, tu vois, parce que ma riposte était assez violente, tu vois. Parce que j'ai pris des cailloux, j'ai balancé, je courais un peu partout. Et du coup, toute la jeunesse avec qui je jouais se sont adaptés, tu vois. Et Daddy, il était avec moi, il était tout le temps avec moi, parce qu'on était tout le temps ensemble. Quand on me voyait à Paris, lui aussi, il suivait. Donc, ils ont vu une improvisation, et du coup, tout le monde, tous les jeunes qui étaient là ont réagi. Et les skinheads, j'ai appris après que c'était des skinheads. Tu vois, les groupes rasés, habillés pareil, ils sont mis à reculer. Parce qu'ils ont pris des caillasses dans la tête, des bouteilles, tu vois, et ils ont vu une organisation. Et c'est après, en discutant avec les victimes, qu'on a appris ce phénomène, on nous a expliqué, mais vous, il ne faut pas qu'ils vous attrapent, heureusement qu'ils ne vous ont pas attrapé. Des petits noirs comme vous, ils vont vous balafrer, ils vont
ils vont vous sabater, il faut faire attention quand même. Vous sortez d'où? Qui vous a appris à faire ça? Et on s'est pris à ce jeu-là. Parce qu'après, quelques temps après, on voit des groupes de chasseurs arriver. On a su après que c'est des chasseurs, parce qu'ils étaient un peu au courant, ils circulent dans Paris, tu vois. Ils ont appris qu'il y a une attaque au square dans le 15e. Donc quelques temps après, ils arrivent, ils disent ouais, ils étaient où? Et moi, j'ai été impressionné par la tenue vestimentaire, par l'engagement de ces groupes-là. Donc, les rescapés de l'attaque de Skinhead ont expliqué aux chasseurs que voilà, eux, ils nous ont défendu, ces gamins-là, ils sont terribles, attention, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et là, les grands, les anciens, là, ils sont venus, ils sont approchés, ils ont dit, bon, vas-y, venez, on va discuter avec vous. Donc, on a échangé. Les Asnais. Ils nous ont dit qu'eux, ils s'appellent les Asnais. Donc, par la suite. Voilà. Et donc, les Asnais, ils ont dit, bon, vous allez être nos petits. On passera ici tous les week-ends vous voir. Et on vous dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et des fois, vous viendrez avec nous. Et des Asnais, j'ai commencé à découvrir le mouvement de combat dans la rue contre les skinheads et découvrir Paris grâce aux Asnais. Ils nous ont emmenés, Clark et moi et les frères qui étaient là, partout. Dans le 14e, dans le 18e. Ils nous ont appris à nous coiffer. Ils nous ont amenés au Puce, Saint-Ouen. Il y avait les skins, ceux qui tenaient les surplus américains, les équipements militaires et tout. Ils nous ont appris tous les codes de la rue. Ils nous ont appris tout ce qu'on a droit et tout ce qu'on n'a pas droit. Et si on se fait attraper. Et ils ont dit comme on est mineur, on ne risque pas grand-chose. Voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc., etc. Ils nous ont ils nous ont initiés. Donc toi était frère, toi, Clark, Yves. Là, non, Yves était. Je n'avais pas encore rencontré Yves. Je ne connaissais pas l'existence des Black Dragons encore. Moi, je connaissais l'existence des Asnais. Après, j'allais dans les soirées organisées par les Asnais, les Black Panthers, au Globo. Je découvrais les soirées de Paris, dans les endroits comme Timmy, Saint-Michel, à Nation, dans tous ces endroits. Je découvrais tout là où il y avait une ambiance cosmopolite, mais très communautaire aussi, où on écoutait de la musique qui nous ressemblait, des gens qui nous ressemblaient, protégés par des gens qui nous ressemblaient. Surtout qu'à l'époque, le hip-hop arrivait en France. Oui, avant le hip-hop, c'était le disco, c'était la funky, c'était ces trucs-là, et puis le hip-hop, c'est une continuité, tu vois. Et le hip-hop, paf, c'est arrivé dedans, tu vois. C'est dans ce mouvement de combat, protégé par... Globo que ça se passait. Ouais, c'était au Globo. Il y avait plusieurs endroits comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que moi, grâce aux Asnais, j'ai été initié. J'ai rencontré par la suite Kim de Keyboy. Voilà, donc les liens sont liés grâce aux Asnais. Après, j'ai rencontré les Bourg-Boys, les mecs du 13e. J'ai commencé à faire la différence et connaître les phénomènes des Redskins, etc. Tu vois. J'avais des amis, des engagés dans le combat. Il y avait des façons de voir différentes dans les différents groupes. Ouais, il y a des différents... Vous avez une façon de voir, les du Keyboy, ils avaient aussi une façon un peu similaire à vous, de voir les choses. Et les Redskins aussi. Mais moi, je ne me mélange pas trop. J'ai des amis qui étaient de Keyboy, j'ai des amis qui étaient Redskins, mais moi, je restais dans l'entité de mes grands, tu vois. Voilà, donc moi, c'est les Asnais. Et je crois qu'à la mort des Asnais, des grands, ils n'ont pas voulu que ça se perpétue, les Asnais juniors et tout ça. Ils n'ont pas voulu ce genre de choses. Et c'est là que, juste avant de nous quitter, Momo l'Asnais,
Il nous a dit à nous, ils ont dit bon, il y a un gang qui va correspondre à votre profil. C'est des gens qu'il connaît. C'est un Haïtien, il vient de Miami avec des codes, les Black Dragons. Mais avant de rentrer dans les Black Dragons, vous devez tester tous les autres gangs. Donc on est parti pour rentrer dans les Requins Vicieux Junior. On a fait une journée avec les Requins Junior pour apprendre comment et voir comment ils fonctionnent. Et Go Malédiction à Gare du Nord. À l'époque, il y avait Jean Gabin dans les Requins Vicieux ou Ouais, il était dans les Requins Vicieux. Il était plutôt beaucoup plus connecté avec les Requins Vicieux Junior, Jean Gabin. Mais on ne le voyait pas souvent, lui. Lui, on entendait parler de lui parce que voilà, il faisait ses trucs, quoi, tu vois. Ouais. Bon, j'ai pas trop envie de parler de lui, tu vois. Ouais. Et voilà, on a testé un peu les autres gangs, on a vu que voilà, pour apprendre, tu vois, c'est ce que les anciens nous ont indiqué de faire, tu vois. Ouais. Et après, ben, on est parti à Croix de Chabot, à Mairie de Montreuil. Ouais. C'était là-bas le rendez-vous. On est parti là-bas sur l'espèce de colline où on voit les photos de Yves, où il fait les Tao de Kung Fu là, où il a le bandanas des dragons et il s'entraînait avec Mike et tout ça, le métis. Voilà, c'était Croix de Chabot. Et là, on s'est présenté, on a dit bon, nous on vient de la part des Asnais, nous on est déjà un groupe. On était déjà un groupe avec mes cousins et tout ça, on venait de 7-7. On venait du 7-7 et du 15e, il y avait des gars du 13e. On était déjà un groupe que les Asnais coiffaient déjà, tu vois, ils nous s'occupaient. Donc on est arrivé et Yves il a dit bon, on va faire des tests. Et donc il fallait que mes gars ils m'ont indiqué comme le leader du groupe. Et Yves il a dit bon, on va tester tes gars. Okay, bon. Il a placé des gens, on a placé mes gars. Et il a vu que notre efficacité. Et il nous a dit bon, bienvenue dans les Black Dragons. Et ainsi on a intégré les Black Dragons. Dans les années 80. En plus, à cette époque-là, votre terrain à vous, là où vous vous entraînez, c'était la Défense. Nous, c'était Croix de Chabot. Il y avait la Défense après. Après, Yves, il entraînait des sections à Nanterre, au parc de Nanterre. D'accord. Voilà. Sauf que nous, notre groupe, notre clan, on s'entraînait dans les forêts de Fontainebleau. On ne s'entraînait pas à Nanterre avec le groupe que Yves entraînait avec Eddie et tout ça. Ça, c'est les nouveaux venus et puis ils faisaient des entraînements réguliers là-bas pour ceux qui restaient et squattaient là-bas, tu vois. Nous, on s'entraînait au secret dans la forêt de Fontainebleau. Voilà, nous, notre clan, notre groupe. Parce que, comme je te disais, j'avais déjà une formation. J'étais déjà initié en Afrique. Je pratiquais déjà les arts martiaux sur tous les plans. Donc, j'étais déjà en avance précoce au niveau de ce combat-là. Ça fait que tout mon groupe, on s'entraînait comme je voyais mes oncles, mes cousins s'entraîner en Afrique, les militaires, tu vois. Donc moi je reproduis ça, tu vois. Voilà. Donc on s'entraînait dans la forêt de Fontainebleau. On sortait pas, on ne voyait pas beaucoup notre groupe à nous. Notre groupe à nous, si on regarde les photos à la Défense, on ne voit pas les gens de mon groupe, on ne voit pas ma photo. De cette époque-là. C'est après, dans les années 2000, qu'on a commencé à se prendre en photo à la Défense. Mais avant ça, mon groupe, on ne les voyait pas. Soit on était dans les salles des arts martiaux avec les grands maîtres des arts martiaux, et on allait dans les salles à Saint-Ouen s'entraîner à la boxe avec les Black Eagles, les aigles noirs, qui étaient nos alliés. Soit on était dans les bois de Fontainebleau, on s'entraînait au secret. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Plus vous l'avez vu, vous cherchez les skins. Ben nous, on était le corps d'expédition punitive, tu vois, on était un corps spécial, tu vois. Nous, on ne voyait pas, on ne squattait pas, on n'allait pas en soirée, on ne sortait plus. Tu vois, au début, les grands, ils nous ont fait aller dans les soirées, tous les endroits d'émancipation, ils nous ont fait connaître tous les gangs. Mais après, il a dit qu'il fallait qu'on reste secret.
si on veut être efficace. Du coup, ben nous, on connaissait les sorties de soirée, Ouais. les entrées de soirée, les entrées de métro, les sorties des souterrains, des catacombes, tout ça. Ouais. Et ben nous, on usait de ce schéma-là pour faire nos actions. Et Avec certains de Keyboy, comme Kim, comme mes amis, mes frères de toujours, tu vois. Et on a fait ce qu'on avait à faire. Notre groupe s'appelait les Kamikazes. Donc notre groupe, il y avait des fights de Corbeil dedans. Il y avait les félins de Grigny-la-Grande-Borne. Il y avait les socs de Grigny-Centre, syndicat of Crime, et des pyramides d'Evry. Il y avait certains de Keyboys comme Kim, certains Cobra comme Rani et tout ça, certains Red Warrior. Pas mal des éléments qui venaient d'autres groupes pour avoir des renseignements, pour toujours être connecté à ce qui se passe, tu vois. Donc voilà, donc on avait un groupe Kamikaze dans les Black Dragons, mais on avait nos groupes secrets dans les autres gangs qui formaient tout ça, les Kamikazes. d'accord. Ça s'est arrêté. Parce que beaucoup disent, alors moi je sais pas, toi, comme j'étais pas là, tu vois, donc je te pose la question. Le phénomène des skins, tu vois, cette chasse aux skins, ça s'est vraiment arrêté en quelle année, tu vois? Parce que certains disent telle date, telle date, telle date. Moi je peux pas te dire à quelle année, parce que est-ce que les skins ont vraiment disparu? Non, je pense que plutôt on a envahi les rues. Il y a des forces immigration noires qui sont nées après des générations de Black Dragon Junior, qui sont nées complètement libres. Nous, on était dans le combat pour que les jeunes ils puissent grandir librement. À partir du moment où les enfants ils grandissent librement, tu ne peux plus venir leur imposer et chercher à les faire soumettre. Puisqu'on leur a donné cette liberté par nos combats. Donc du coup, tous les quartiers, les cités ont été remplis d'une immigration forte noire et maghrébine. Et je pense que la politique a bien compris qu'il fallait retirer ces chiens de guerre dans la rue. Parce que sinon, ça allait mal finir. Puisque si jamais ces gamins-là, ils grandissent toujours dans la lutte, on va créer une guerre civile. Donc, les lois ont été créées, ça a profité nos combats à tous, de Keyboys, à tout le monde, au Parti Socialiste, de SOS Racisme. Il y a des lois qui ont été créées. La police a beaucoup évolué. Les effectifs de la police ont eu des moyens. Donc du coup, ça a eu un travail politique derrière pour que les skins puissent se retirer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour les skins? Ils sont rentrés dans les institutions. Ils ont continué dans les partis politiques. Ils se sont organisés autrement. Parce qu'ils savaient que le combat frontal dans la rue, ça n'allait pas leur être bénéfique à la longue. Nous, on avait la dalle. On vient de l'Afrique. On avait la conscience qu'on était pillés en Afrique. On était exploités. Nos aïeux ont connu l'esclavage. Le combat est déjà perdu d'avance pour l'exploitant. Ils ne peuvent pas, malgré toute la puissance qu'ils peuvent mettre dans la rue, ils ne peuvent pas avoir la rage que nous et nos descendants ont et auront. C'est pas possible. Il n'y a qu'à voir leur équipe de football. Ils savent bien que s'ils ne mettent pas des gens qui ont la rage, la France ne peut pas passer un tour en Coupe du Monde. Équipe de handball, équipe de machin, l'armée française. L'armée française ne peut pas se passer des Noirs. Ils savent que les vaillants, c'est des Noirs, puisqu'on l'a prouvé. Donc, ils ne peuvent pas nous tester longtemps sur le terrain de la rue, parce que ça allait ancrer dans les mœurs
ça allait faire évoluer de génération en génération et ça allait créer un truc désastreux pour la France. Fin des années 80. 10, 80, oui. Fin des années 80, début des années 90. Oui. Tu as gagné plusieurs championnats. Oui. Et peux-tu nous raconter un peu cette expérience? Oui, parce que tu sais, quand tu veux combattre pour les tiens, en général, tu veux combattre pour que les choses changent, tu utilises tous les atouts, toutes les cartes que Dieu te donne. Déjà, Dieu te met à l'épreuve à l'initiation, par ton parcours personnel d'enfance, comme j'ai parlé de l'Afrique. Dieu te fait atterrir ici à la source même, parce que dans l'ignorance, dans ton insouciance, moi je ne pensais pas que vraiment la source de nos problèmes était la France, tu vois. Et pour mes parents, la France, c'est l'endroit de l'évolution, de refuge. C'est vraiment les gens qui veulent notre bien, tu vois. Donc ils m'ont caché une partie de l'histoire. Mon père qui savait très bien ce qui se passait, il savait très bien ce que la France lui a fait et tout ce qu'il a donné pour la France, comment la France l'a réduit. Il n'a jamais dénigré la France. Donc, pour mes parents, pour nous les enfants, la France reste l'idéal. Donc, quand tu arrives en France, grâce à Dieu, tu ouvres les yeux sur les problèmes, parce que le pays, tu es censé te réfugier, trouver asile, tu te rends compte que ce pays-là, il y a de la discrimination, il y a du racisme, il y a du fascisme, il y a toute la négation contre ton identité culturelle. Ouais. Donc, Dieu te fait vivre ces épreuves-là. Mais Dieu te donne aussi le temps, les capacités, le potentiel de te défendre. Donc, d'où mon efficacité aux arts martiaux. J'étais un enfant doué aux arts martiaux déjà en Afrique. Je gagnais toutes les compétitions ou des boissons à gagner. J'étais distraction pour mes grands frères quand ils venaient. Ils mettaient des gâteaux, des beignets. Ils disaient, bon, je suis le premier qui bat mon petit frère, je lui donne tout le beignet ou le soda. Moi, j'étais le chef de mon quartier, je réglais tout le monde, tu vois, même de partout, même au village. J'arrive ici, ben voilà, je me retrouve dans des groupes de familles où j'étais déjà très précoce à ce niveau-là. Ben, les choses vont vite. Je deviens très vite identifié comme le leader dans la famille et au niveau de la justice, de l'école, partout, des institutions. De 3, je suis surdoué aux arts martiaux. Donc je suis inscrit dans l'école du grand maître. Il se trouve que très vite, en 1 an ou 2 ans, je bats les champions. Ça va très vite. Et ben moi, je saisis cette opportunité, cette occasion pour justement m'affirmer et être une image identitaire de réussite par les arts martiaux pour la population défavorisée. Donc, mon nouveau combat s'est fait tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je gagne une compétition, je gagne des champions, paf, instinctivement, avec intuition, je me dis, bah, je vais être champion du monde, champion olympique. Je vais être le premier, parmi les premiers noirs à être le meilleur. Comme ça, tous les jeunes du quartier, tous les jeunes ils vont s'identifier à moi, à ceux que j'aime, à ceux qui sont avec moi, mes compagnons. Et ils vont tous se mettre aux arts martiaux. Ils vont devenir tous des champions. Donc, on était au football. Je jouais au football, j'étais sélectionné pour Auxerre. En même temps, à un moment, bon, avec les combats de la rue, j'ai opté pour les arts martiaux, j'ai abandonné le football. Les frères qui étaient avec moi, ils étaient aussi surdoués. Ils jouaient avec Thuram. Il y en a qui étaient meilleurs que Thuram, Makelele. Tu vois, et ils ont opté pour le combat de la rue et la boxe anglaise, etc. Tu vois, je parle des frères comme Barnabé et tout ça, tu vois, Marvel, tout ça. Et donc voilà, on est tous partis par le combat de la rue. On a quitté le jeu collectif pour aller au sport individuel de combat. Pour être des héros, parce que le sport de combat, c'est vraiment le triomphe individuel. C'est le développement personnel. Donc,
c'est vraiment fabriquer une identité propre. Alors que le collectif, par exemple, si l'équipe de France gagne, on va dire c'est grâce à Griezmann, grâce à Giroud, grâce à Deschamps. Tu vois, on va dire c'est grâce à celui-là. Alors que quand tu es individuel, Mohamed Ali gagne, on dit c'est Mohamed Ali. On voit le champion du monde français, le jeune Doukara qui est par la suite de taekwondo, c'est le jeune Doukara noir, africain d'origine. Tu vois, donc le combat individuel est un combat collectif parce que tu portes un peuple et tu fais l'image du peuple. Un peu comme l'image de Jésus qui vient sauver son peuple, un peu l'image des prophètes qui viennent sauver leur peuple. Tu vois, donc on devient par la prophétie des leaderships de notre population. Donc moi je me suis investi dans ce combat j'ai encouragé toute ma population comme les Pascal Gentil et tous ces jeunes que j'encadrais pour être les meilleurs, comme les Shadows, tout ça, tu vois, il fallait qu'on soit les meilleurs dans ce qu'on fait et qu'on soit les champions, que ce soit nous. Voilà pourquoi, grâce à Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je pense que j'ai pas raté ma mission à ce niveau-là aussi, puisque j'ai gagné toutes mes compétitions. J'en ai perdu pour m'élever moi-même au niveau de l'esprit, parce qu'il faut souvent perdre pour gagner beaucoup. Donc voilà. Et j'ai été confronté aussi à un phénomène de discrimination, de racisme par l'équipe de France de taekwondo, parce que j'avais atteint un niveau et que peut-être que mon profil au niveau des renseignements généraux n'était pas bon. Ils avaient compris ma mission et ils ont tout simplement demandé à la fédération à un moment donné de m'écarter. Mais tout ça, c'était un combat magnifique parce que moi, j'ai pas accepté. J'ai fait le combat judiciaire, juridique, judiciaire. J'ai eu gain de cause, j'ai gagné le procès. Je suis parti en Afrique pour fonder une fédération pour partager mon savoir aux jeunes en Afrique. Voilà, donc j'ai toujours respecté mon parcours initiatique, accepté mes conditions et combattu contre la soumission. Voilà, donc les arts martiaux, il y a eu aussi la production artistique. Ça, là on y vient. Oui. Là on y vient. Parce qu'après, tu as été producteur aussi. Oui. Tu as produit l'univers de Lascar. Oui. Tu as produit l'univers de Lascar. Sur Génération, il y avait tous les invités qui venaient pour soutenir Joe Dalton. C'était vraiment mortel. C'était plus qu'une émission de radio avec de la promo. C'était un vrai concept. En 98, j'ai produit l'univers de Lascar pour les enfants en détresse dans le monde. Même si c'est pas disque d'or aujourd'hui, tu peux faire des choses, tu vois. L'album, l'univers des Lascars, dont une partie des profits ira aux jeunes en difficulté dans le monde entier. Tu vois la crédibilité, hein. C'est pas d'avoir vendu des millions de disques, passer dans les cités et avoir signé les autographes. Dont une partie a servi à créer des écoles, voilà. Créer des puits d'eau. Développer, combattre, développer l'alphabétisation en Afrique. Les gens, ils n'en parlent pas, mais j'étais ambassadeur de l'UNESCO pendant 2 ou 3 ans, même plus, où le bénéfice de l'univers de Lascar a servi à créer des écoles, des puits, à développer l'alphabétisation en Afrique. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans la production, et c'est pareil, Daddy Lurcy était boxeur professionnel, première série, il est classé 5e français. Il avait le choix entre un championnat d'Europe et puis un championnat du monde, ou faire du rap à un moment donné. Il a basculé pour le rap, tu vois, il a basculé, il a fait le choix de rap, il a abandonné la boxe. Il se trouve que notre profil, je pense que aussi par là, les renseignements généraux, ne correspond pas non plus au niveau image artistique engagée. Donc Daddy Lurcy a été bloqué par les maisons de disques. Alors c'est là, ça m'a donné l'opportunité de m'investir dans la production. Je me suis dit, on s'est battu dans la rue pour cette culture, pour le multiculturalisme, pour fédérer les gens.
pour l'émancipation, l'épanouissement de la population en général, on se retrouve discriminé au sport, on se retrouve discriminé dans notre art. Donc, je vais produire pour défier ce système. Donc, j'ai défié le système dans la rue, j'ai défié le système dans les instituts fédéraux sportifs, j'ai défié le système au niveau aussi musical. Parce que c'était pas normal, c'était notre culture. C'est né des Afros, c'est né de l'esclavage, c'est né des États-Unis, afro-descendants, de notre combat des droits de l'homme ici dans la rue. C'est nous, nos sangs à couler pour cette culture. Et comment ça se fait que les précurseurs, ceux qui l'ont combattu avec le sang, se retrouvent évincés? Alors je vais produire. En plus, dans cette production-là, il y avait des grands noms. Il y avait Oxmo Puccino. Il y avait tout le monde qui a répondu. Akhenaton. Akhenaton, Ayam, Oxmo Puccino. Il n'y a pas Karine. Sankai, il y avait Brigade, non? la brigade, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Donc tout le monde s'est investi pour des intérêts personnels et pour leur développement et aussi pour les intérêts collectifs. Donc ça a été un succès terrible. Ça a fait peur à la maison de 10 parce que j'ai produit avec un téléphone entrée libre recharge. Ce qu'une maison de disques qui emploie 100 personnes produit. Parce qu'en parallèle de ça, ils ont piqué l'idée, ils ont fait des compilations secteur A, etc. Pendant que moi je faisais l'univers de Lascar, ils ont piqué l'idée, ils ont fait secteur A. Et pour essayer de bloquer la réussite. Tu vois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein, quand tu innoves une idée, quand ils te reçoivent dans le bureau, dès que tu sors, ils reçoivent leur directeur artistique, leur chef de projet, il dit bon tu vois ça c'est trop fort, essaye de me faire la même chose. Il dit bah ouais on a des artistes qui eux ont accepté de signer avec nous, donc eux ils vont suivre, donc on va faire ça. Ils m'ont fait ça toute ma vie. Ils m'ont fait ça dans le sport, ils nous ont récupérés dans la rue par SOS Racisme, ils m'ont fait ça au niveau des arts martiaux, une fois que j'ai encadré les meilleurs, ils m'ont dégagé, ils m'ont fait ça dans la musique. Toutes les idées aujourd'hui qui fait l'évolution de la culture musicale, c'est né des gens de la rue comme moi. Tu vois, Mafia Tressé, tous ces gens-là, c'était des membres de gangs. La brigade, c'est des membres de gangs, la majorité, c'était des Black Dragons, il y a la Clica, etc. Tu vois, donc, tous ces trucs-là, c'est né dans la rue. Tu vois, c'est nos idées que j'ai fait le cocktail et j'ai produit. En plus, tous ces artistes dont tu cites là, tu les as tous connus bien à l'époque. Que ça soit Lunatic, de Booba et tout le reste, on les a protégés, c'était nos artistes. C'était nos danseurs, c'était nos artistes. Tu vois, encore une fois, le système fait que de la récupération. Le système se spécialise des réformes. Ils prennent les idées, ils font des réformes et ils adaptent. Le système en lui-même n'existe pas. Donc les histoires de complotistes qui disent oui c'est le système qui nique tout, le système c'est juste des copieurs. Les originaux c'est nous. Donc si nous-mêmes les originaux on ne crée pas un système de résistance assez puissant pour faire face à ce système de récupération, ben on va toujours être là dans le dénigrement, dans les dénis et dans les trucs à dénigrer le système. On rentre dans des névroses sans arrêt. Le système, c'est les hommes qui le fabriquent. C'est pas un truc qui est né par Dieu et qui est comme le diable. Le diable, c'est Dieu. Il te tente dans tous les moyens. Ça, c'est Dieu. Mais le système, c'est pas Dieu. C'est pas un ange de Dieu. Le système, c'est des hommes assez malins, animés par le diable, par l'instinct de vice et tout le truc, qui est là pour te piquer tes idées et de le mettre en pratique pour son développement des intérêts de son groupe à lui. C'est à nous de faire des bras de fer et de les mettre au pied du mur pour que nous puissions trouver des consensus pour qu'il y ait un équilibre. Et non de rester dans le complotiste et tout le temps à crier. Tu vois? Donc le système a fait de la récupération. Malheureusement pour des gens comme moi, c'est que les gens qui étaient révolutionnaires et qui étaient dans l'innovation, qui étaient dans les idées nouvelles,
qui étaient dans les trucs, quand on allait dans les maisons de disques, ils découvraient cette partie-là, des choses qui brillent, des maisons de disques, des immeubles magnifiques, avec des moyens de voyager à l'œil, etc. Tout ce truc mis en place, toute cette mise en scène, ils ont craqué, tu vois. Ils ont craqué et c'est tout à fait humain. Les humains craquent. C'est difficile de rester affamé et de prôner la résistance tout le temps. À un moment, quand on donne à manger à celui qui est affamé, il oublie qu'il avait faim hier. Donc voilà, c'est à cause d'eux aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire des vrais entertainment, des grosses compagnies comme aux États-Unis, où on puisse s'autogérer nous-mêmes nos business et on passe notre temps à manger dans la main du système. Parce qu'on a donné notre savoir, on a donné notre créativité au système. On a offert notre âme au système, sans faire un bras de fer avec le système. Donc j'ai produit l'univers de la science. En parallèle de ça, toi en plus tu étais animateur à Génération. Voilà, donc j'ai produit. Peux-tu nous dire comment, je sais que tu l'as déjà expliqué dans une de nos vidéos, mais peux-tu rappeler pour ceux qui nous regardent, comment es-tu rentré à Génération? Je suis rentré à Génération parce que on m'a fermé les portes à Skyrock. Voilà, c'est-à-dire que à un moment je voulais faire basculer complètement les choses à Skyrock. Oui. À partir du moment où on a fait l'album à Daddy Lurcy en 96, la maison de disques avec qui on a signé en distribution est parti à Skyrock pour faire écouter l'album de Daddy Lurcy. Daddy Lurcy, il avait mis la prière musulmane en introduction de son album. Du coup, Skyrock a refusé de jouer des titres. Ils ne voulaient pas jouer des titres parce que pour eux, c'était pas bon qu'il y ait la prière musulmane, parce que Daddy, il était converti à cette époque-là. En introduction de son album. Son album était attendu par tous les fans. Et pour eux, les fans, ils ne vont pas suivre parce que... Mais bon, c'était sa conviction religieuse. C'est ça. D'accord? Et il avait tout à fait le droit, puisque c'était un album avec des messages ouverts à tout le monde. C'est pas comme aujourd'hui, là, tu vois le rap. Et déjà, pour qu'il y ait des bons messages positifs, parce que son album s'appelait Le Noble Art. Donc il y avait une espèce de dignité, il y avait une dignité dans son album. Et donc il fallait que son album soit béni par sa conviction religieuse. Il a mis son... Tu vois, moi j'étais contre personnellement. Je voulais que ça reste universel. Parce qu'en mettant l'appel à la prière, vu les tensions religieuses qui arrivaient dans les mœurs, qui étaient exploitées par le système, ça allait tout de suite le stigmatiser. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec Dino? Oui, la maison de disques était prête à payer les jingles, les playlists. Parce qu'il y avait déjà des commandes dans les maisons de disques. Il y avait beaucoup de commandes déjà. Donc les précommandes faisaient que les bénéfices étaient déjà rentrés déjà, tu vois. Et donc du coup la maison de disques pouvait avancer de l'argent pour accentuer la promo en payant les jingles à Skyrock, les pages de pub et tout. Donc c'était pas un truc gratuit qu'ils nous faisaient. On payait, tu vois. Et le gars il a refusé. Et comme il savait que nous on était indépendants et que ça allait révolutionner les compagnies indépendantes, ils ont voulu bloquer. Ça c'est une stratégie pour bloquer l'avancée des gens indépendants. Comme la stratégie de asphyxier l'Afrique quand l'Afrique a demandé l'indépendance, les pays africains. On les asphyxie de la même manière. C'est le même système. Tu vois, on les bloque au niveau des échanges économiques. Donc on devient que dépendant d'eux. On n'est qu'à leur merci. Il n'y a pas de libre-échange. Il n'y a pas d'échange équitable. Donc voilà, c'est au niveau des matières premières, parce que c'est une matière première le disque. C'est une nourriture le disque. Les gens ils ne peuvent pas vivre sans la musique. Ils ne peuvent pas vivre sans manger. Les gens ils se nourrissent aussi de la musique. Donc ils ont voulu nous bloquer. Vous êtes indépendants, ils sont dans les quartiers. Ils vont développer les jeunes talents plus que d'autres parce que c'est eux qui les détectent.
c'est leur musique, eh ben là, il faut les bloquer. S'ils ne rentrent pas dans les maisons de disques, ils ne sont pas codifiés dans les maisons de disques comme on veut, eh ben, il faut les bloquer. Voilà, Skyrock a décidé de ne pas passer Daddy Lurcy. Alors moi, j'ai été rendre visite. Moi, j'ai gardé toujours mon instinct avec intuition. Je n'ai pas changé. Donc, j'ai usé de ce que je suis, mon identité de combattant. Je me suis expliqué avec Bouno de Skyrock. Skyrock, il voulait pas passer Daddy Lurcy. On me dit, oh, l'ancien, Dio, tous ces mecs-là ne connaissent pas notre musique, ils veulent pas passer Daddy Lurcy. Ils passent les petits comme Roca, ils passent ces petits. Je suis arrivé, j'ai pris l'autre Bouno. J'ai dit, mec, tu vas passer mon frère, sinon ton radio n'existe plus. Et il a passé Daddy Lurcy sur les ondes de Skyrock parce que j'ai usé de ma pratique de combattant. Voilà. Donc, mais par la suite, Sect Abdoulaye est devenu Sect Rap. Donc ils ont eu des émissions, comment il s'appelle Jackie, Dieu Star. Équipé, de la tête aux pieds, BOSS, All Star, ici c'est dans. Tous ceux-là, ils ont signé en major, ils ont accepté de rentrer dans le... etc. Voilà, ils ont tous été en major, donc ils nous ont porté défaut à tous les niveaux. Ouais. Et ben nous, on n'a pas d'autre issue que de voir quelles sont les petites radios émergentes. Donc donc voilà. Génération, il se trouve que j'avais des amis qui travaillaient déjà à Génération. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu sais, Génération va ouvrir ses ondes, ils vont être nationales, ils vont être dans l'Île-de-France. Ça va plus être machin, ils vont être dans l'Île-de-France. Et s'ils gagnent l'Île-de-France, après ils gagneront le national. Donc je pense que comme vous maîtrisez la rue, tu maîtrises la rue, Joe, je vais te faire rencontrer le père du boss de Génération. Qui lui aussi c'est un combattant de droits civiques, il a évolué à Harlem et il aimerait bien te rencontrer. J'ai rencontré maintenant cette personnalité au café et il m'a dit bon écoute, moi ça ne m'intéresse pas la formatage de Skyrock et tous ces trucs, moi je veux une radio pour la nouvelle génération avec des codes hip-hop, des codes puristes. Et je compte sur toi pour veiller sur l'évolution de cette radio. Est-ce que tu peux me garantir et me donner ta parole que tu vas œuvrer pour que cette génération soit pour la jeunesse? J'ai dit d'accord. Alors dans ce cas-là, j'ai dit je vais faire appel à une connaisseuse qui va nous faire la jonction, la connexion entre États-Unis et France. Et voilà, j'ai appelé ma soeur Valou, qui est comme une soeur, qui travaillait à Radical, qui travaillait à l'Affiche, tous les magazines de hip-hop. Et qui dirige aujourd'hui Madame Prod. Voilà, donc j'ai appelé Valou, je la connaissais depuis les squares du 15e, dans Norix avec les skinheads. Elle était déjà là. Pour les gens qui ne savent pas, c'est que depuis que je suis arrivé en France, je la connais, Valou, sans plus autant être proche, mais elle était déjà avec nous. Elle venait nous voir au square, elle était déjà dans la rue, elle était déjà investie dans la rue, elle était sacrifiée, et surtout que les skinheads en voulaient beaucoup aux juifs. On n'avait pas ce problème de juifs, arabes, noirs à cette époque. Il y avait des combattants avec nous. J'avais un ami qui s'appelait Lévi, c'était un juif, il était un chasseur de skinheads. Il était tout le temps avec nous, tous les jours avec moi. C'était un frère, il était farouche dans le combat. Donc on n'avait pas ce problème-là à notre génération. Nous, c'était les nazillons, les nazis, les fachos, les racistes, qui en voulaient à la communauté, à la minorité et tout ça. C'était ça le problème. Après, le système a fait son travail pour qu'il y ait des haines entre les noirs, et les arabes et les juifs et machin. Ils ont rajouté des trucs de sionistes, tout est dans tous les sens. Mais bref, on parle de l'histoire. Donc j'ai fait appel à Valou. Valou, c'est une sœur, elle est venue direct, elle a dit super, on va faire ça, ça va être fort. Moi je vais faire la connexion avec les Afro-Américains et toi tu connectes ici tous les artistes et les jeunes artistes français. Donc on va faire 2 heures d'émission, une première
que les artistes américains qui vont ramener l'audimat pour faire connaître les artistes français. Mais à cette époque-là, on avait vu une photo. Oui, c'était toi, on avait vu une photo de toi avec P. Diddy. Oui, bah, P. Diddy, à l'époque où P. Diddy a perdu Biggie, P. Diddy avait fait l'album Forever. Et donc, il voulait lancer cet album à partir de Paris. Et j'ai été invité, Balou, elle couvrait pour les magazines et pour la radio la venue de P. Diddy. Et donc, P. Diddy a demandé qui est le groupe Bad Boy, qui a l'esprit Bad Boy en France, etc. Balou, elle m'a dit, bon, vas-y Jérémy, viens vite, Joe. Je lui ai dit, moi c'est Joe. Donc je suis arrivé dans une conférence, il y avait tous les artistes connus. Et moi j'ai posé la question à P. Diddy, je lui ai dit maintenant qu'ils ont eu Tupac et qu'ils ont eu Biggie, quelles que soient les raisons, quels que soient les complices, on s'en fout. En tout cas c'est encore des stars afro qui ont été éliminées, exécutées d'une manière ou d'une autre. J'espère que lui il va en faire quelque chose de fort et qu'on ne va pas nous éliminer tous les stars afro. Il a dit bon écoutez, moi je parle plus avec les autres parce que c'est les seules questions concrètes. Les autres ils posaient des questions bidons, quelle est la guerre entre East Coast, West Coast, sont allés en profondeur du système qui voulait détruire toutes les stars, les personnalités afro-descendants aux États-Unis, tu vois. Moi comme je suis dans le combat des droits civiques, le combat des droits de l'homme, ma question a été directe en profondeur sur le problématique. Et ces gens-là ils sont déjà dans un combat, ils sont déjà dans un truc là-bas. Et donc voilà, il a dit je vais voir ce type. Donc on s'est revus pendant une semaine, on a passé une semaine ensemble, on a fait des interviews ensemble et on s'est engagé pour que moi je représente Bad Boy en France. Donc on s'est engagé auprès des maisons disques comme BMG pour signer des contrats de distribution. Et moi je travaille avec P. Diddy pour le développement des artistes. Voilà pourquoi j'ai rencontré P. Diddy et qu'à notre émission, il y a eu tous les artistes, les Wu-Tang, il y a eu Jay-Z dans ses débuts, il y a eu tout le monde qui est passé dans notre émission Génération. Et par la suite, j'ai donné notre émission du vendredi à Bob. Et nous, on avait pris un audio. Et voilà, Bob, il a lancé Génération 2000. Donc, de nous est née la génération à Bob dans la culture et de la génération à Bob est née, etc. jusqu'au Bouscapé, voilà, Rapélite, jusqu'au Bouscapé, jusqu'au Rapélite, jusqu'à Ndaoud. Tout ça, c'est la chronologie. C'est de nous. Le combat de la rue, le combat sur l'aire de combat, le combat identitaire au niveau sportif de haut niveau, le combat de la production. Est née toute la génération aujourd'hui. Voilà. Dans les années 2000, on t'a beaucoup vu, parce que on t'a vu, t'as marché pour aussi les remporter à Cachan. T'as marché pour... enfin voilà, on t'a beaucoup vu pour la cause des Noirs en France, tu vois. Dans des marches, que ce soit à Cachan ou à Paris, on t'a beaucoup vu. Et en 2003, bon, on va être bref là-dessus, parce que je sais que tu n'aimes pas venir sur ce sujet-là et je sais que tu n'as pas envie d'en parler, donc on va être bref là-dessus. Bon, Jean Gabin, je t'emmerde. Bon, en 2007, il y a eu l'altercation entre Rof, Thierry et 5 autres personnes. Et bon, l'eau c'était venu te voir, tu avais été le premier à donner ton avis là-dessus. Il n'y a pas de gagnant. Il y a que des perdants. Il n'y a pas de gagnant dans ce game, c'est clair. Là-dessus, il faut savoir une chose. Si le sang coule à gauche, le sang coulera à droite, c'est clair. Là, il n'y a rien à faire. Je pense que la génération Arof, c'est une génération qui n'ont pas vécu les gangs, mais qui ont vécu dans l'ombre de ces gangs-là de cette époque. Donc ils avaient besoin d'exister au niveau de l'image de gangster. Est-ce qu'ils ont grandi avec vous quelque part? Oui, parce que tout ça, j'ai expliqué la chronologie. Oui. Quand on a monté Arsenal Record, l'erreur qu'on a fait,
il y avait Dallas Cartel, ma production. Mais comme les maisons de disques, ils m'ont écarté par la complicité de mes frères. Pas de mes frères de gang, hein. Aussi de mes frères de gang, mais pas Daddy Lurcy, tout ça, parce que Daddy Lurcy n'a jamais signé en major. Mais des autres frères à qui j'avais confié la clé de notre compagnie musicale Dallas Cartel, ils ont été, à leur titre personnel, ils m'ont dénigré, ils ont fait peur aux maisons de disques pour m'écarter, pour qu'eux prennent la place. Ça, c'est le problème, toujours, comme on revient en Afrique. Les Africains qui disent révolutionnaires, qui veulent tout changer, une fois qu'ils rentrent dans les bureaux et qu'on leur offre du thé, du jus, du champagne, ils oublient le combat. Ils commencent à cracher sur les authentiques. Ils commencent à dire qu'ils ne sont pas noirs comme les autres qui sont dehors. Ils sont différents même. Et qu'ils ne veulent pas être assimilés aux noirs qui sont dehors. Ils se deviennent les noirs de l'intérieur. Et c'est eux qui favorisent et facilitent l'exploitation et la soumission du peuple noir. C'est nous-mêmes notre problème. Alors que les Blancs, ils sont prêts à accepter. À partir du moment qu'on fait des bras de fer et qu'on nous permet de rentrer et de discuter sur la table ronde, ça veut dire qu'on a gagné le combat. Et que maintenant notre discussion doit aller dans le sens de notre élévation, de notre développement. Et non de se soumettre par les contrats, par les traités. Le problème du noir, c'est que dès qu'on lui donne le stylo et la feuille, dès qu'il rentre dans les bureaux, il a le champagne, dès qu'on lui met du parfum sur lui, c'est fini. Pour lui, c'est mort. Les autres noirs, c'est de la merde, ils sentent mauvais. Alors du coup, il signe le contrat n'importe comment et il dit, bon, maintenant, faut mettre des vigiles et empêcher le noir de l'extérieur de rentrer dans la maison. Il est mauvais. Donc c'est ce qu'ils m'ont fait. Voilà pourquoi on n'a pas pu développer. Mais tous les sacrifices que j'ai fait au nom de tous les miens, ça n'a pas été pour moi personnel. Il n'y a jamais eu un truc personnel. C'est pas personnel. Ça a été pour la cause. C'est pour l'évolution de même ceux qui vivent aujourd'hui la gloire de la production hip-hop, de la réussite. On a fait ce combat pour eux. On a fait ce combat pour eux. Sans ça, ils n'auraient jamais eu ça. Parce que dans d'autres pays, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là. Donc, quand on est rentré dans les maisons de disques, ta question c'était sur Jean Gabin. Je pense que Jean Gabin, ça a toujours été son profil, la provocation. Mais il a déjà vécu. Son équipe aussi, ça a été la provocation. Les conséquences de ce qui est arrivé après à Jean Gabin, c'est parce qu'il y a déjà eu des choses avant, que Bob explique. Il y a déjà eu des choses que moi-même j'ai eu à expliquer. Il y a eu des manques de respect. Les anciens de Jean Gabin ont réagi violemment. Les jeunes, ils se sont sentis humiliés. Donc il fallait qu'ils aient une réponse. Ils se sont organisés. Et Jean Gabin leur a tendu la perche. Ils ont sauté sur Jean Gabin. Mais j'ai condamné ça. J'ai condamné ça parce que la suite, on la connaît. Puisque ça a été que du clash, de succession de violences qui nuit à leur business. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, ils vivent que des condamnations. Petit à petit, on va réduire leur puissance financière et ils vont se retrouver de côté comme beaucoup de gens. Tu vois, c'est ça que je déplore. Je trouve qu'ils ont manqué de réflexion. Mais ils étaient jeunes. Ils avaient besoin d'une réputation pour exister. Et souvent dans les gangs, si tu restes dans la rue et que tu sais pas qu'à un moment il faut que tu quittes la rue, les jeunes ils prennent ta place. Ils vont venir te chasser sur le siège pour prendre ta place. Parce que la rue se renouvelle. À un moment donné, il faut de l'autre côté du trottoir, tu mets un banc, tu t'assois comme un sage et tu donnes des conseils. Ne reste pas sur le ring avec eux.
Parce qu'ils voudront se prouver les choses. Et pour prouver les choses, ils vont prendre ta réputation. Donc, Gabin il a fait l'erreur. Ces jeunes-là, ils étaient assoiffés de réputation. Ils ont sauté sur le truc et puis ils ont sauté dessus, tu vois. Bon, moi, j'ai condamné ça. J'ai condamné. Bon, je ne veux pas épiloguer là-dessus. C'est ce qui est passé est passé. C'est fait. Voilà, moi, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, donc... c'est dommageable, c'est tout. Voilà. Il y a un moment, alors je ne sais plus du tout l'année, tu avais la sécurité de Dieudonné. Oui. Tu as aussi été approché par Mathias Cardet. Oui. Et bon, je crois que ça s'est un peu mal terminé entre vous. Oui. Peux-tu nous raconter un peu cette histoire? Dieudonné, c'est Franco de Brigade Anti-Négrophobie qui nous a vendu Dieudonné comme le nouveau révolutionnaire noir qui combat le peuple noir, etc., qui a été victime du système. Et voilà, Dieudonné, c'est un vrai, il est engagé. Il faut le soutenir, il faut l'encadrer, il faut le protéger. Comme c'est un des nôtres, Franco de la Brigade Anti-Négrophobie, il connaît notre sensibilité quand un de nôtres font appel à nous. Nous, on a répondu présent, tout en observant avec réflexion, tu vois, toujours avec du recul. Là. Parce que lorsque Franco nous l'a vendu, je dis mais Dieudonné, c'est pas lui, je l'ai vu dans les films avec Elie Semoun, c'est pas lui que je vois sur les plateaux de télé. Oui, mais comme il a dit, il est mat, tu sais, la couleur de peau, à un moment, on le rattrape, ils l'ont rappelé son négritude. Donc voilà, ils l'ont écarté, tout ça. Je dis, mais il faut toujours que les gens, ils aillent jusqu'à dans les bureaux, dans les loges, et ils fricotent avec le showbiz pour se rendre compte qu'ils sont trop noirs et revenir nous chercher, nous, dans la rue. Ok, on va l'accompagner, mais quand à un moment donné, on va lui soumettre nos projets, parce qu'on va l'accompagner, il faudra qu'il réponde aussi, parce que nous, on va répondre à ce projet. Son projet, c'est de combattre le code noir, etc. Ben, nous, on a un projet. Nous, ce combat-là, on l'a déjà fait. On a été très brutal. Maintenant, si lui, à un moment donné, il arrive à un certain niveau du combat, son combat, il faudra qu'il nous le rende. Ça, c'était des garanties. On a discuté de ça avec Dieudonné. Tout était d'accord. Donc au fur et à mesure on a évolué, on a vu que ça prend des tournures un peu étranges, son évolution. On passe du code noir, après on passe de dénigrement sioniste, etc., des complotistes, des trucs. On voit, il s'affiche avec Le Pen qui devient son parrain. Un jour comme ça, et on a rendez-vous avec lui. On va dans son théâtre pour le protéger. On voit une bande de skinheads qui se pointent et il nous fait comprendre qu'on est dans le même combat, les skinheads. Mais là, on a dit c'est pas possible. C'est pas possible. Et oui, c'est les sionistes, l'axe du mal. Les skinheads, c'était ce... Nous, on n'a pas compris. Nous, on est noirs, on n'a jamais rien compris. Qu'on est manipulé toujours par les sionistes. Que eux qui sont blancs, la race aérienne, évoluée. Ils doivent nous donner les leçons de morale, ils doivent nous dicter ce qu'on doit faire, comment on va penser, la bande à Soral et toute l'équipe. Nous on a dit stop, nous on a déjà nos références, on avait déjà étudié l'afrocentrisme, le panafricanisme, on avait déjà protégé les professeurs, les savants comme Gomez, Obanga et tous ces trucs. Donc nous, on a eu des Américains, des Black Panthers qui venaient nous apprendre des choses. On n'a pas besoin de référence de race aérienne blanche, suprématie, qui va nous dicter quoi que ce soit. Hein, nous, vos histoires de sionistes, c'est pas notre problème ça. Ça, pas le truc ça. C'est pas ça. Il faut pas nous la vendre comme ça. Donc, on ne se mélangera jamais avec des tueurs de noirs. Parce que peut-être que les sionistes, c'est le cerveau, mais ceux qui tiennent l'arme, c'est vous. C'est vous les barbousses. C'est vous les tueurs des noirs. Tueurs des Arabes, tueurs des Juifs.
Des gens qui n'ont rien à voir dans votre combat. Dans la rue, c'est vous. Donc, on s'est retiré. On s'est retiré. Donc, après, ils ont continué leur truc de complotiste avec Soral, leur combinaison, tu vois. Regardez. Mais on avait dit à Dieudonné, tu as une ardoise. On l'avait averti. Oui. Parce qu'on a travaillé, on avait dit au départ que ce n'était pas gratuit. Parce qu'on a vu comment tu t'es enrichi sur notre tête, comment on te protégeait. Et ben, à un moment donné, on va te présenter nos projets. Il faudra répondre à nos projets. Exactement. On a laissé le temps. Et un jour, on est parti pour revendiquer nos droits. Et là, le mec, il nous a fait un guet-apens avec l'institution policière qui refuse et qui refute, qui dénigre toute la journée le système et tout ça. Ben, il a appelé le système et il a porté plainte contre moi. Comme quoi, moi, je rôdais dans son théâtre pour le braquer. Voilà, donc j'ai fait mes 48 heures de garde à vue. Le procureur a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'être sa plainte et j'ai été libéré. Voilà le révolutionnaire comédien qui fait rire tout le monde et qui va changer les choses. En tout cas, jusqu'à cette heure-ci, aujourd'hui, là, il est 18h45. Je ne trouve pas qu'il a changé grand-chose. Donc, à bon entendeur, salut tous ceux qui le suivent et qui croient à ses paroles et qui avalent. Moi, je suis les combattants. Si tu n'es pas un combattant, tu n'as pas fait tes preuves dans la rue, tu n'as pas mangé le bitume, je ne crois pas à ton délire de combattant. Donc voilà, entre parenthèses, ce qui est de Dieudonné, Soral, Mathias Cardet, ça a été un pion qui a été manipulé de l'autre côté et que moi aussi j'ai pensé me servir de lui pour intégrer et connaître de l'intérieur leur système là et de faire un travail parce que j'estime que les fondamentaux sont pas bons. Voilà, donc la morale elle est très malsaine dans leur système. Ils se tiennent tous par le sexe et l'argent. À partir du moment où il y a sexe, argent, avarisme et tout ça, on est dans les 7 péchés capitaux. Donc pour moi, c'est de la négation. C'est négatif, leur truc. Voilà. En plus, la comédie et tout ça, c'est pareil. Le divertissement à outrance, les trucs, tout ça, c'est de la négation. C'est de l'illusion. Rigoler pour rigoler, sans mettre les mains à la pâte, sans se mouiller le maillot, vraiment, j'y crois pas ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, entre parenthèses, concernant Dieudonné, Soral et mon jeune cousin Mathias Cardet, qui est un jeune très brillant, très très intelligent. Je pense que lui-même, il pensait avoir un plan. Il pensait être plus malin que le malin pour servir le peuple. Sauf que le malin, quand il t'embauche, il a déjà le tenant aboutissant de tes actions. Voilà. Bravo les gars. Ouais. Moi je suis là, je ne vais pas changer. Si tu prends la chronologie, tu prends tout, je suis resté le même des années 80 jusqu'en 2018. Depuis que j'ai atterri en France en 81 jusqu'en 2018, je n'ai pas changé d'un poil. Je n'ai pas changé mon arme de main. Je n'ai pas changé, mon équipe est restée la même. Malgré nos aléas, nos disputes, ma vraie équipe est restée la même. Je fais toujours le combat. Je suis toujours dans la lutte pour l'équilibre et la justice et la morale. Le reste, ça monte, ça descend, ils changent, on les voit plus. C'est que du show. Ensuite, on t'a aussi beaucoup vu dans les interviews avec tonton Marcel, donc, dans laquelle tu parlais de différentes histoires dans le rap français, tu vois, des vidéos intéressantes. Et donc aujourd'hui tu enseignes. Tu enseignes toujours depuis 30 ans maintenant. Oui, ça fait. J'ai toujours enseigné, j'enseignais mon équipe. C'est bien. Et j'enseigne aujourd'hui. J'ai toujours enseigné, hein.
Même en pratiquant, en étant en initiation, j'ai toujours transmis ce que j'apprenais aux miens, tu vois, aux ceux qui viennent à moi, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, je suis 6e dan de taekwondo, judo, arts martiaux et affinitaires. Donc je maîtrise pas mal de disciplines et j'encadre des enfants, adultes jusqu'aux enfants de 4 ans. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle des choses qu'on puisse me permettre de faire. De transmettre des valeurs à la génération, à des générations et des générations. Donc, et puis j'œuvre pour l'Afrique, j'œuvre pour là où le vent m'emmène, tu vois. Si le vent m'emmène en Indonésie, j'œuvrerai en Indonésie aussi. Si le vent m'emmène au parc, si je dois transmettre des choses au parc à des enfants, à des jeunes, aux gens, échanger, je suis très ouvert, comme la nature elle est ouverte à tous. Et je sais me fermer aussi comme la nature, tu vois. Dans la nature, le vent puissant il arrive, tu vois. Donc voilà. À la base, on est là pour oxygéner les gens, donner de l'énergie aux gens. La population, au peuple. Bon, Joe, on a beaucoup parlé. Ouais. Et maintenant que tu as atteint 50 ans, que tu as déjà tout ce parcours avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Ah, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Ben, moi je souhaite que vous ayez la foi. Aujourd'hui, j'espère voir le peuple noir s'élever. Parce que le peuple noir est en éveil. Je souhaite, avant de quitter ce monde-là, voir le peuple noir s'élever au même niveau que les autres. Si nos frères se retrouvent en esclavage en Libye, c'est parce que nous, les Africains, nous, les Noirs, on n'est pas capable de les protéger, de les aider. Parce que pour l'instant, les prestations à la Coupe du Monde, qui est peut-être machin, je n'ai pas aimé, quoi. Franchement, ça m'a déçu. Il manquait de la foi et de la conviction et de l'engagement chez les joueurs noirs. J'espère que la Colombie, qui est une nation noire en majorité aussi, tu vois, maintenant qu'ils ont mis des noirs dans l'équipe, avant la Colombie, tu ne voyais pas de noirs, alors que la majorité des peuples colombiens sont noirs. J'espère que la Colombie, avec le jeu qu'ils ont, ils vont nous honorer. J'espère que le Brésil va arrêter de jouer les stars sur les acquis et ils vont jouer jusqu'à pour la population brésilienne qui souffre, afro. La population noire au Brésil souffre plus que les autres. Donc c'est l'image que j'attends du peuple noir. J'attends que du peuple noir en France, qu'on ait un vrai lobbying et qu'on nous respecte. Parce que pour l'instant, en dehors du combat qu'on a fait, et en dehors de l'individualisme, parce que le noir est très individualiste maintenant, à part les jeunes des quartiers qui vivent dans les groupes, mais ça c'est trop sectorisé, c'est sectorisé. J'espère qu'on va nous respecter comme on respecte tous les autres peuples. C'est tout ce que je souhaite, tu vois. Pour ne pas que le combat de tous ces gens qui nous ont quittés soit vain. Voilà, donc j'observe maintenant la jeunesse, je conseille et je prends les choses de loin même. Joe. Ouais. Joe Dalton, Jérémy Maradaf Nado. Encore un bon anniversaire à toi. Merci beaucoup. Et de la part de l'équipe de cette vidéo, en tout cas, on te souhaite beaucoup de bonnes choses encore. Merci beaucoup les frères. Un grand merci à toi. Mes frères à moi, que Dieu vous bénisse. Et merci, j'aime Selfie TV. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dedans. Ça m'excite moins que les autres médias en général. Tu vois. Donc, merci encore à vous les frères. Rien, c'est normal. Merci. Encore un merci à toi. Merci beaucoup. À très vite sur Selfie TV.
dans ma zine. On a la clé pour l'unité. On a la clé pour l'unité. On a la clé pour l'unité. Arrête de rester le passé. Tout ce que tu veux, c'est ma monnaie. On a la clé pour l'unité. On a la clé pour l'unité. On a la clé pour l'unité. Arrête de rester le passé. Tout ce que tu veux, c'est ma monnaie. Même si je te donne, tu restes toujours mauvais.